Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'accueille Laurent Richier, auteur du livre Viande et si vous saviez, livre dans lequel il dévoile l'envers du décor, un décor peu reluisant, à savoir viande avariée, recyclée et remise en vente, crottes de souris dans les labos, verre, hygiène déplorable, conditions de travail très difficiles. Et tout ça se déroule principalement dans la grande distribution, mais cette viande est aussi vendue à des restaurateurs peu regardants sur la marchandise. Cette partie et une autre fait l'objet de votre second livre, Charcuterie, on vous empoisonne. Bonjour Laurent, boucher n'était pas votre vocation, donc on peut dire que d'une certaine manière, cette voie vous a été imposée. Bonjour. Oui, bien évidemment, cette voie m'a été imposée, c'est-à-dire dès mon plus jeune âge, j'adorais les animaux plus que tout, puisque mon père m'emmenait me balader, où on allait voir dans des prés les vaches, les chevaux, les agneaux. Et donc, j'ai un amour vraiment particulier en ce qui concerne tous les animaux de notre planète. Jamais j'aurais cru un jour que je serais boucher. Mais malheureusement, mes parents n'ayant pas le sou, mon père était en invalidité de travail et ma mère faisant des ménages, mes notes étaient tellement désastreuses à l'école que mon père ne concevait pas d'avoir un train de savate à la maison, quelqu'un péjorativement qui glande. Alors il m'a dit, bah, faut que tu ailles chercher un travail maintenant, t'aimes pas l'école, il faut absolument travailler. Alors je me suis dirigé bien évidemment dans des menuiseries, dans des boulangeries. Je suis allé voir un peu tout sauf la boucherie. Mais à l'époque, en tant qu'apprenti, on trouvait pas du boulot comme ça. Je me suis retrouvé malheureusement dans une boucherie, un métier que jamais j'aurais pensé faire, jamais. Finalement, vous avez fait une formation et ce parcours, même quand vous avez voulu en sortir, vous êtes toujours retombé dedans parce que c'est ce qui vous nourrissait. J'ai fait la formation qui m'a amené mon CAP. J'ai obtenu au CEPAL de Laxou en Lorraine. Et c'est vrai que j'ai tout fait pour m'en sortir. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais toujours voulu faire autre chose. Donc, il y avait une petite radio qui était à côté de la boucherie, une radio associative. Et je m'étais présenté. Et puis, le monsieur de la radio m'a pris un peu sous son aile et m'a fait bosser un peu avec lui en tant que bénévole. Et c'est vrai que j'aurais tellement voulu en faire mon métier, mais c'est vrai que c'est des milieux qui sont très fermés. Et finalement, bah voilà, la boucherie ne m'a jamais quitté. Et c'est là le traumatisme que j'ai vraiment, un traumatisme qui me suivra jusqu'au bout de ma vie. Parce que oui, j'aurais voulu vraiment faire autre chose. Et j'ai tout fait dans ma vie pour m'en sortir, hein. À quel moment vous avez compris que tout partait à volo dans ce métier? Dès le premier jour, parce que quand je suis arrivé dans le laboratoire, quand on m'a emmené au vestiaire pour me montrer le vestiaire que j'avais, d'ailleurs, je sens encore ce goût. Et après, je suis arrivé dans le labo, il y avait des taches de sang un peu partout, sur le mur. Et puis après, j'ai été pris en main par un chef boucher. Et je dis toujours qu'il y avait l'allure de Bud Spencer. Vous voyez, c'était vraiment le cow-boy du Far West. Et j'ai remarqué plein de choses dans les frigos, des caisses qui étaient une sur l'autre. Je voyais de la viande qui est sointée, de la viande qui était avariée, n'ayons pas peur des mots. À mes premiers pas, je me disais, ils vont foutre ça à la poubelle. Et très vite, je me suis aperçu que non, tout est recyclable dans la boucherie. Et non, ça n'allait pas à la poubelle. Malheureusement, c'était de la préparation. Ça allait dans les saucisses, les chipolatas, les merguez, les préparations bouchères. Et là, j'ai compris, je l'ai vraiment compris tout de suite, que c'était vraiment lamentable et désastreux. Et je me suis dit, c'est pas possible, les gens vont s'empoisonner avec ça. Moi, au début, j'avais peur de parler. Je pouvais pas le dire à mes Oui, chefs hiérarchiques. C'était pas possible. vous étiez jeune, et donc c'est difficile de dire quelque chose qui, a priori, devrait les concerner en premier lieu. C'était à eux de s'en apercevoir, et pas forcément à un petit genou de dire ce qui se passe. Bien évidemment. Moi, mon père m'a toujours appris la politesse et donc respecter l'ancien est la personne qui vous apprend quelque chose. Donc, bien évidemment, je disais rien, je ravalais ma salive. Quand la première fois on m'a fait aller dans le frigo, aller prendre ses caisses, ou alors j'ai vu des morceaux de porc. À l'époque, je pouvais pas leur donner un nom, j'étais trop jeune dans le métier. Mais quand j'ai vu tous ces morceaux de porc trempés dans leur sang, dans un liquide visqueux, et quand j'ai vu qu'il fallait que je prenne ça pour le broyer, en faire de la saucisse, là, je me suis dit, là, il y a un énorme problème. Et avec un collègue qui était apprenti avec moi, je l'en parlais. Mais lui, il souriait, voulant dire, mais c'est normal, quoi. Lui avait 1 an d'apprentissage, hein, de Ouais. plus que moi. Et il me disait, mais c'est normal, c'est comme ça que ça se Ça passe fait dans la partie du boucherie. métier. Voilà, c'est tout à fait normal, ça fait partie du métier. Il y a qu'après que j'ai commencé à poser des questions, mais là, Et quand vous avez commencé à vous révolter, que vous avez commencé à dénoncer, ça s'est passé comment la première fois? à un moment donné, j'ai dit, mais les gens vont être malades avec ça, c'est pas possible et tout. Et mon chef hiérarchique m'a dit, mais de toute façon, on n'est pas malade avec ça. Ça va cuire à plus de 90 degrés, 120 degrés, 180 degrés. Il dit, les bactéries, il n'y a plus rien. À l'époque, c'était pas les bactéries, c'était, je me rappelle, les saloperies.
et il y aura plus de saloperies, tout va être évacué par la chaleur, par la cuisson. Moi, je me disais, non, peut-être pas, non. Vu l'état de la viande que je broyais, je me disais que non. Et puis, si ça continuait, si j'allais un peu plus loin, bah, c'était un coup de pied aux fesses. Parce qu'à l'époque, c'était ça dans les années 80. Et ce monsieur était quand même particulièrement virulent. Et c'était un coup de pied aux fesses, c'était des remontrances, t'es là pour faire ton boulot. Je m'en rappellerai d'une phrase aussi qui m'avait dit, ici, rien doit sortir du labo. Aucune préparation, tout ce que tu fais, ça reste ici. Ça ne va pas ailleurs. Mais il parlait pas Et là, aussi des mots, par exemple, ne rien dénoncer à l'extérieur. Ça peut vouloir dire ça aussi. Tout reste dans les murs. voilà, il voulait pas que je dénonce, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il me disait qu'il fallait absolument que le travail que je faisais dans ce laboratoire, dans cette boucherie, c'était une usine, hein. Il fallait surtout que ça reste entre nous. J'allais pas colporter, je veux dire, ce que je faisais Ouais. à l'extérieur. Ça, c'était leur mot d'ordre. Quand vous dites que c'était une usine, la marchandise était destinée à des grandes surfaces, des moyennes surfaces, des petites surfaces? Alors, la marchandise, à l'époque, était destinée aux clients, aux particuliers, hein, puisqu'il y avait ce qu'on appelle un cash, c'est-à-dire qu'il y avait le magasin où les bouchers étaliers, les bouchers venteurs vendaient la viande que l'on préparait. Ça allait aussi dans les restaurants, les collectivités, parfois les armées. Ça allait un peu partout, et dans les magasins, dans les succursales de cette société, parce qu'elle avait plusieurs boucheries. Elle avait plusieurs D'accord. boucheries, cette succursale, dans la région, je me rappelle, c'était en Lorraine. Donc, c'était dispatché un peu partout. Et vous êtes resté combien de temps dans cet endroit? Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, vous êtes révolté, vous avez dit, bon, allez, je me casse. Puis c'est pas dans mes valeurs, je peux pas travailler comme ça, et vous êtes parti. Je suis parti. Après, moi, j'ai fait mon apprentissage, j'ai obtenu mon CAP, ce que voulait mon père absolument, et je pouvais pas le décevoir. C'était un homme, c'était un sage, et je pouvais pas. Oui, je suis parti, j'en pouvais plus. Après l'obtention de mon CAP, on m'a proposé de rester dans cette société, et moi, j'ai refusé complètement parce que j'avais fait des choses vraiment trop péjorativement trop dégueulasses. Et moi, il y a un truc, enfin, je change de conversation qui me revient. C'est, vous savez, ces têtes de veau, parce qu'en Lorraine, il faut savoir qu'il y a une grande foire aux têtes de veau qui ramène des milliers de personnes. Et je m'en rappelle toutes les têtes de veau que je devais désosser, des animaux où on voyait leur souffrance. C'était que les têtes, mais la langue était coincée, vous savez, de travers entre les dents. Tout ça, ça m'a traumatisé. Et c'est pour ça que j'ai voulu me sortir de ce métier le plus vite possible. Mais j'y suis jamais arrivé. La fois Et d'après, quand vous êtes retourné retravailler, bon gré, mal gré, plutôt mal gré que bon gré, mais dans une boucherie, c'était quel type de boucherie? c'était pareil. C'était une boucherie industrielle. Et c'était toujours les mêmes pratiques. Le moins de gâchis possible. Le gâchis, c'était bien souvent, si c'était vraiment abîmé, ça allait aux ordures. Mais si il y avait encore un instant de vie sur la viande, ça partait dans les préparations bouchères, dans les saucisses et tout. Dans les Voilà. trucs marinés aussi. À l'époque, dans les années 80, on faisait un peu moins de marinés dans les années 80. Et ça partait surtout dans les chipolatas, les merguez, le boudin, le cervelas, le saucisson sec. Je me rappelle l'avoir mis dans le fumoir. Vous savez, quand il fallait les mettre au fumoir, les saucissons secs, le célèbre saucisson sec qui révèle la joie quand on fait une fête entre amis avec un petit apéritif. Quand je vois ce que je mettais dedans, on en était là. Et malheureusement, bah, au fur et à mesure des années, enfin, on va y venir certainement, ça s'est pas rangé, je crois que c'est même empiré. Depuis ces dernières années, avec les téléphones portables, vous avez pu prendre des photos de choses que vous avez pu Oui, constater. ah oui, j'ai pris des photos parce que après j'ai travaillé beaucoup pour la grande et moyenne distribution et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, quand j'ai vu la viande, quand j'ai vu les marinades que mes hiérarchies me faisaient faire, toutes sortes de marinades, curry, indienne, enfin tout, là je me suis dit là il y a un problème, il y a un véritable problème parce que tout n'était que remballe. Bien souvent tout n'est que remballe. C'est tous les invendus qu'on coupait. Je prends un exemple, on prend un poulet. Le poulet, les filets de poulet, ils sont invendus. Les filets de poulet, on ouvrait les sachets. Les DLC étaient bien évidemment dépassés. Parfois, il y en a même qui sointaient. Il faut savoir que j'ai vendu beaucoup de poulets de Pologne ou de Roumanie, les pays qui ne maîtrisent pas les bactéries en plus. On coupait ça en émincé et on les marinait. On mettait un peu de poivron, un peu de brocoli, pour que ça soit un beau plat. Et à ce moment-là, ça repartait à la vente. Et vous mettiez pas ça Voilà. dans du vinaigre parce qu'on dit que si pour nettoyer, on passe ça dans du vinaigre, non? Ça arrivait souvent de le passer à l'eau chaude, comme les andouillettes. Les andouillettes, vous savez, quand elles étaient collantes, quand le boyau commençait à se tacher, à ce moment-là, on le brossait à l'eau chaude, on le brossait bien et ça repartait à la vente. Et puis si vraiment après c'était pas vendu, là à ce moment-là, ça partait à la poubelle. Mais les DLC étaient dépassés.
Ouais. C'est pas comme des yaourts. Quand la date limite de consommation elle est dépassée, on peut pas se dire ça se consomme encore 10 jours, ce qui est possible pour des yaourts. Là, non. Alors, il y a des personnes qui me disent, comme des bouchers, hein, qui disent, bah, attends, on peut pas être malade parce que la DLC est dépassée de 2 jours, 3 jours. Attendez, c'est une plaisanterie parce qu'après, moi, j'ai pris de l'assurance que je suis un vrai boucher avec un vrai CAP. Je disais, attendez, c'est pas possible. Les gens peuvent tomber malades avec ça. On met des langues de bœuf qu'on nettoyait, qu'on brossait à l'eau pour leur donner un bel aspect, où on enlevait la peau qui était un peu tachée, on parait ce qu'on appelle le parage. On parait la langue, on coupait les morceaux qui étaient un peu noircis et c'était réemballé pour retourner dans les étals. Vos employeurs, là, vos chefs bouchers qui disaient que c'était bon, ils en achetaient de la viande? Ah non, bien souvent, et d'ailleurs je le marque dans mon livre, combien de bouchers, combien de chefs bouchers me disaient, ou des charcutiers me disaient, en tout cas, c'est pas ici que j'achèterai ma viande, c'est dégueulasse. Mais le problème, Elisabeth, c'est que partout où je suis passé, j'ai toujours entendu ce même discours. Jamais le personnel achetait la viande là où il travaillait. C'est quand même incroyable. Alors, ça veut dire que finalement, ils l'achetaient ailleurs où c'était pas mieux, puisque tous tiennent le même Bah, discours. Et si presque tous travaillent de la même manière, finalement, on retombe dans les mêmes travers. dans la grande et moyenne distribution, on travaille de toute façon dans la même manière. Je fais un prorata. Sur 10 magasins où j'ai travaillé, il n'y en a pas un qui a quelque chose à ne pas se reprocher. Donc, c'était toujours pareil. C'était linéaire. J'arrivais dans un magasin, je disais, oh bah, ça va peut-être aller mieux. Comme une fois, j'arrive dans une moyenne surface très, très connue, mais très connue. Et je vois une rôtissoire, mais alors, d'une saleté dedans, mais défiant toute concurrence. Les broches, on voyait le brûler dessus, le cramer, il restait des morceaux de poulet de la veille, de la semaine dernière. Et là, j'arrive en tant qu'intérimaire, le chef arrive, il me dit, il faut mettre les poulets à la rôtissoire. Je vais pas mettre les poulets dans la rôtissoire là. J'ai elle est pas lavée depuis je sais pas combien de temps. Ouais, il dit si, il faut le mettre, faut les mettre. Là, on n'a plus le temps. Le magasin, il ouvre à 9 heures. Je peux pas mettre ça. Et après, j'ai appris que cette rôtissoire-là, elle n'était pas lavée depuis plus de 6 mois parce que aucun boucher ne voulait la laver. Et c'est le monsieur le poissonnier du rayon d'à côté qui m'a avoué qu'effectivement, la rôtissoire, personne ne voulait la nettoyer. Alors, je me suis plaint parce qu'il y a eu d'autres choses, hein, des saucisses avariées dont les dates limites de consommation étaient dépassées. On me faisait préparer le rayon avec ça. Donc, moi, je suis allé voir la directrice du magasin et il y avait avec son mari, quoi, le directeur. Et là, je lui dis, mais madame, moi, je peux pas continuer dans des conditions comme ça. Elle m'a dit, écoutez, de toute façon, vous êtes intérimaire. Aujourd'hui, vous êtes là chez nous. Nous, on paye un prestataire. Vous faites ce qu'on vous demande. Si je peux pas faire des choses pareilles, c'est pas possible. On en était là. Et je m'en rappellerai toujours. Après, ils ont appelé le chef boucher. Il est venu. Il avait ma feuille, vous savez, d'intérim qu'on signe quand la mission est finie. Ouais, ouais. J'avais, je crois, 2 semaines de mission dans ce magasin-là. Au bout du deuxième jour, c'est passé le matin. Il est venu, il m'a signé ma feuille. On n'a plus besoin de toi. D'une certaine manière, c'était pas plus mal. Dans tout ça, il y a un grand mépris du client. Je pense que dans la grande distribution, le problème, c'est que il faut absolument faire du biais. Et donc, moins il y a de pertes, plus les primes seront meilleures pour les chefs bouchers. Parce qu'il faut savoir que les chefs bouchers, quand il y a moins de pertes, ils ont des plus grosses primes. Quand il y a plus de ventes, ils ont des plus grosses primes. Le mépris du client, bien évidemment qu'ils ont le mépris du client. Ils s'en foutent totalement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est remplir les caisses, vendre le plus de viande possible, avoir le moins de remballes, le moins de pertes. Et c'est ce que je dis. Ils sont tous prêts à faire du billet. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Les dividendes, il faut les redonner aux capitalistes, à ceux qui détiennent les parts dans les magasins. Voilà. Ils ne se responsabilisent pas vis-à-vis de ça parce qu'il y a plein de gens qui tombent malades. On a vu le scandale de Buitoni. Voilà. L'affaire Buitoni, Elisabeth, moi, je la vivais au quotidien. Quand j'arrivais dans des labos qui étaient complètement vétustes, des labos où on voyait des crottes de souris. J'ai retrouvé une fois un rat sur un plateau qui était mort d'indigestion. J'ai des boucheries dont les labos étaient insalubres. D'ailleurs, le dernier où je suis au prud'homme avec eux, mon dernier employeur qui m'a licencié pour faute grave, parce que j'ai osé dénoncer les magouilles, c'était un labo qui était mais vétuste, un labo qui était depuis 1950. Quand je les ai attaqués au prud'homme, bizarrement, le labo était refait à neuf. Vous voyez, c'était récurrent. C'est-à-dire que j'arrivais dans des labos où les machines étaient à moitié nettoyées, où on retrouvait de la sciure d'os là où on sciait les os, des couteaux qui étaient souvent pas lavés, parce que le soir, faut partir le plus vite possible. Et donc, les gens, bah, bien évidemment, les bouchers nettoient leurs couteaux à moitié. Des trucs de fou. Des trucs de fou.
Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est Ouais. pour ça. Et l'affaire Butoni, moi, c'est ce que je dis, je la vivais au quotidien. Comme une fois dans un magasin que j'ai dénoncé, j'ai appelé la DDPP, enfin, ils se sont enfin déplacés. Et ce magasin-là a pris 1 millier de PV. Et je vais vous avouer quelque chose, Elisabeth. Ils ont pris un bon procès, moi j'aurais fermé la boucherie. Et le truc, c'est que dans ce magasin-là, une fois, il y a le père d'une famille, il vient avec sa fille, puis sa femme était à l'hôpital, et il me dit, j'ai acheté des marinés, la chair chez vous, est-ce qu'il y avait un problème? Moi, je dis, non, il y avait le chef derrière, ouais, parce que ma femme est hospitalisée. Le chef est venu, a repris la conversation, il les a fait monter dans le bureau, j'en ai jamais plus entendu parler. Mais je savais ce que j'avais fait. Je savais ce qu'on m'avait fait faire. Oui, donc vous Je- saviez qu'il avait raison, le monsieur, que c'était dû à la préparation des filets. Mais bien évidemment. Et moi, tout ça, ça me tapait sur les nerfs. Vous imaginez, le soir, quand je repartais en voiture, que j'entendais à la radio les promos que faisaient une certaine moyenne surface et certaines grandes surfaces, C'était pour vendre la remballe. c'était pour vendre la remballe. Moi, je dis toujours, hein, toutes les grosses promos dans la grande et moyenne distribution, c'est fait soit avec de la remballe ou avec de l'élevage intensif. Voilà, c'est des sous-vides, des PAD, on appelle ça des prêts à découper, qu'on reçoit en sous-vide. C'est de la viande bien souvent d'Allemagne, du Royaume-Uni, c'est de la viande d'Uruguay. Et en fait, les promos sont faits avec ça, soit de la remballe ou de l'élevage intensif. Et c'est pour ça que je dis aux gens, aux personnes, méfiez-vous à toutes ces promotions. Moi, j'appelle ça les promotions de la mort. Les promotions de la mort. Et combien de gens, combien j'ai de clients qui sont revenus me voir en me disant, mais attendez, monsieur, on a ouvert le paquet, ça pue. Moi, je Ouais, le si savais ça pue, pertinemment. si ça pue, faut jeter. Voilà. Alors, ils venaient. Mais comme mes chefs, de toute façon, il n'y avait jamais de problème avec eux. Hein. Ah bah ouais, mais madame, vous l'avez peut-être mis dans le buffet en rigolant. Non, non, mais attendez, là, j'ai ouvert ça, ça pue, regardez, santé. Mais ils avaient toujours raison. Alors, fallait que les clients ils fassent des pieds et des mains pour se faire rembourser le produit. Alors qu'ils avaient complètement raison. On m'a ramené de la chair, Elisabeth, avec des asticots dedans. Immonde. De la chair que j'avais fabriquée, avec des asticots dedans. Vous dites la chair à saucisse? Ouais, la chair à saucisse, avec des asticots dedans. Rien ne m'étonnait, puisque je savais avec quoi on faisait toutes ces préparations bouchères. Je le savais. Et la viande maturée? Alors, la viande maturée, je dis qu'il va y avoir un énorme scandale avec ça. Et moi, je dis qu'il y aura des morts. Il y aura des morts avec la viande maturée. Pourquoi? Il y a maturé, maturé. Maturateur est un vrai métier. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande et moyenne distribution se disent maturateurs. Et donc, on la vitrine ou la côte de bœuf ou le faux filet, n'importe quoi, côte de bœuf, faux filet, entrecôte. Le truc, c'est que ils se disent maturateurs. Donc, ils le mettent dans la cave à maturation. Sauf que c'est vérifié une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours. Donc, vous avez une croûte qui se met dessus, qui est noire, et finalement, c'est de la pourriture. Un jour, il va se passer un vrai, mais un vrai problème en ce qui concerne la viande maturée. Ça, c'est une certitude. Et c'est ce que je dis aux personnes que je connais. Je dis, vous savez, vous voulez acheter de la viande maturée, n'allez surtout pas dans les grandes surfaces. Allez le chercher chez un vrai professionnel. Oui, bien Même sûr. si moi, je suis végétarien. Hein. Mais je leur dis, allez le chercher chez un vrai maturateur, un vrai professionnel. On s'improvise pas maturateur. Non, on ne peut pas s'improviser maturateur. Mais quand vous savez, cette croûte noire et tout, j'en ai vendu. Et combien de fois, je disais, comment je le justifie? Ah ouais, mais non, mais c'est la maturation. Plus elle est noire, plus la Mais viande est bonne. c'est faisandé, c'est normal qu'elle soit. Voilà, voilà. Voilà, si c'est fort, c'est que c'est faisandé. Voilà. Plus elle est noire, plus elle est bonne, plus elle est goûteuse, plus elle est tendre. C'est comme ça que tu vends ton produit. Ah, bah, je disais oui, bah, je vais le vendre comme ça. Et je le vendais comme ça. Voilà, c'est tout. Et quand on parle de grande et moyenne distribution, je parle aussi de magasins bio. Le bio peut aussi faire de la remballe en disant si ça sent fort, c'est normal, c'est bio. Il n'y a pas de conservateur. Oui, je le note dans mon livre. Là où j'avais servi une fois une dame pour des côtes d'agneau, où en fait, la dame, c'est apocalyptique. Oui, c'était ça. Vous savez, madame, dans le bio, monsieur, dans le bio, il n'y a pas de conservateur. Dans le jambon, il n'y a pas de nitrite. Tout est fait dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que la viande, elle est beaucoup moins claire, elle est beaucoup moins rouge, ou que la charcuterie est beaucoup plus foncée. Et c'est pour ça que dans le bio, il y a des arguments qui sont là pour duper le client. Donc là, on va encore plus loin, quoi, d'une certaine manière, parce que souvent les gens vont dans le bio parce que c'est bio, c'est bon, c'est plus sain, c'est plus respectueux de l'environnement, et en fait, rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez, je dis toujours, le bio,
j'ai travaillé dans les magasins, ça n'existe pas. Vraiment, si vous voulez manger bio, comme je le dis, je le souligne, hein, je suis végétarien, mais pour manger bio, allez chez l'agriculteur, privilégiez le circuit court. Au moins, vous êtes sûr que là, vous allez manger quelque chose qui sera pas invarié, qui sera frais et qui sera bon. C'est plus compliqué dans les grandes villes d'aller vers les Oui, circuits courts, mais c'est pas à côté de la maison. alors oui, je suis d'accord. Pour les gens qui veulent vraiment manger de la viande, vous avez aussi ce qu'on appelle le boucher de quartier, parce que eux sont responsables. Ils sont responsables de leurs actes. Le Bien boucher sûr. de quartier, il est responsable. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous refranchissiez la porte de son magasin. Vous pouvez lui demander, vous vendez quoi? Ah ben moi, c'est de la limousine. Ok. Elle a vécu où? Elle a vécu dans tel département. Elle a mangé quoi? Certains affichent la traçabilité, effectivement. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est important. L'idée, ce serait de manger moins de viande, mais de manger mieux. Manger Voilà. moins souvent, mais de très bonne qualité, ce qui permettrait aux artisans, bouchers, de vivre convenablement et aux clients d'avoir de la bonne viande. Voilà, tout simplement. Vous avez tout dit, Elisabeth. Savoir manger de la viande. Déjà, pour pas la jeter à la poubelle, déjà, ça commence comme ça. Parce qu'il y a trop d'animaux qui sont tués pour être jetés à la poubelle. Ça, je l'ai vu aussi tout au long de ma carrière. Oui, manger beaucoup moins de viande, mais manger meilleur. Nous aussi, on a notre part de responsabilité dans ce qui se passe, parce que si on achète et que finalement on jette la viande, ça veut dire que les industriels font plus de viande. On va en manger une partie, mais on va en jeter aussi une partie. Donc nous aussi, il faut maintenant manger de la viande en conscience, c'est-à-dire Voilà. sans gaspillage, en respectant l'animal. On peut respecter l'animal que si c'est pas industriel. Des abattages à outrance, voire faire venir de Pétaouchnok, de Pologne, des poulets, ou même des élevages qu'on a, même nous, hein, Mhm. parce qu'il y a les élevages au sol, pas au sol, il y a les élevages dans des hangars où ils traitent les poulets d'une manière, on peut même pas dire inhumaine, parce que c'est d'une manière humaine, c'est sans aucun respect de la bête qu'on va manger. Bien C'est évidemment. manger pour survivre et pas non Voilà. plus pour gaspiller tout ça. Mais complètement. Le problème, c'est les élevages intensifs. Vous savez que dans le label, dans les labellisés, c'est de l'élevage également intensif. Hein. Parce que quand certains labels vous disent si les animaux ils vivent dans les prés toute leur vie, qu'après ils sont abattus dans les règles de l'art, parfois c'est vraiment complètement faux. Et d'ailleurs, l'association L214 ont des images révoltantes là-dessus. L'élevage intensif, c'est donner des antibiotiques aux animaux, c'est les faire grossir le plus vite possible afin que leur viande soit le plus vite productive, donc soit plus vite achetée par le consommateur. C'est des animaux qui sont maltraités, qui sont entassés les uns contre les autres, qui marchent dans leur merde et qui abattent. Alors là, on parle de la volaille, mais on parle aussi des porcs, on parle aussi des agneaux, on parle des chevaux, on parle aussi des bœufs, des vaches. Et là, ça devient une catastrophe. Là où ça amplifie le problème qui va nous péter la figure un jour ou l'autre, qui est déjà en marche, c'est justement, vous venez de l'évoquer, les antibiotiques. On devient, nous, insensibles aux antibiotiques, mais pas parce qu'on en consomme trop, mais parce que les animaux en sont bourrés. On vaccine même maintenant les poissons, donc ça va loin. Ah mais oui, complètement. Mais de toute façon, aujourd'hui, on vit une surconsommation hors norme. Et aujourd'hui, il faut vendre pour vendre. Il faut absolument vendre. Donc, les industriels, les grandes et moyennes surfaces, c'est un processus qui est vachement dangereux. Parce qu'en fait, vendre pour vendre, quitte à empoisonner le client. Oui, c'est On ça. en est là aujourd'hui. Vous mangez de l'élevage intensif. Vous l'avez dit, Elisabeth. Vous mangez de l'antibiotique. Vous mangez de la merde. Et le problème, c'est que c'est la future pandémie. On annonce 10 millions de morts par an d'ici 2050. C'est une catastrophe. À cause Tout de l'élevage industriel. à cause de l'élevage industriel. Il faut le voir pour le croire. Et c'est pour ça que quand les personnes disent ouais, mais non, non, quand même pas comme ça. Mais regardez les reportages de la L214. Regardez ce qu'on leur fait manger. Regardez comme ils sont traités. Ce n'est que des animaux malades. Et la grippe aviaire, la vache folle, et ce qu'on aura plus tard, parce que ça va être bien plus dangereux que la grippe aviaire et la vache folle, on y court à grands pas à cause de cet élevage intensif, on ne pourra rien y faire. Je connais des agriculteurs dont un me disait, moi j'ai des amis, ils ont eu la grippe aviaire dans leur volaille, ils n'ont rien dit. Ils ont vendu à la grande distribution, ils ont vendu aux particuliers leurs animaux. On en est là aujourd'hui, Elisabeth. Pour revenir aussi à cette époque, pas si vieille que ça, enfin pour les gens de notre âge, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Il y avait quand même eu une grande période où il y a eu beaucoup de morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à cause de la vache folle. Sûrement parce que ces personnes avaient ingéré du bœuf qui contenait cette bactérie. Enfin, je sais pas si c'est un virus ou une bactérie, mais c'est une maladie neurologique très grave. Et donc, on peut encore revenir à ça. Et cette maladie, elle est mortelle. Il y a des bactéries qui sont plus ou moins dangereuses. Listeria, Malade comme Escherichia un chien, coli, mais il y a des gens qui en meurent aussi. évidemment. Les gens devraient prendre conscience de ça, qu'il faut moins consommer parce que c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. Plus on Bien. achètera, plus ils vont vouloir produire, alors que moins on achètera, moins il y aura de nécessité de produire. Les gens devraient entendre ça et se dire, si on veut encore manger de la viande, on va dans des bouchers de confiance locaux, près de chez nous, et arrêter d'acheter chez les industriels. Bien évidemment. Vous savez, je vous raconte une anecdote sur la vache folle. Ça fait 3 ans, ouais, de ça, 3 ans. Je suis dans une moyenne surface. Au frigo, je regarde et je vois les carcasses au frigo, les avant, arrière de bœuf. Et je vois sur l'avant de bœuf, qui est composé de l'épaule, de la poitrine, d'accord? Et vous avez le cou, qu'on appelle le collier. Et tous les os étaient sciés. Donc, je vais voir le chef, je lui dis, comment ça se fait que les os sont sciés sur les carcasses? Il dit, écoute, il y a une suspicion de vache folle. Je parle de ça il y a 3 ans. Ouais. Elisabeth, est-ce que vous croyez qu'ils ont renvoyé la camelote? Elle a été désossée, le reste des os était désossé, elle a été parée, elle est partie à la vente. Et j'ai essayé de redemander à mon chef. Ah non, 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 non. Non, 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 il n'y a pas de problème. Il y avait une suspicion, mais c'est bon. C'est bon. Ils n'ont pas montré les résultats. Jamais de la vie. Moi, en tant que simple boucher, on était là pour faire le boulot et péjorativement fermer sa gueule. C'était comme ça. Et dans la boucherie, c'est bien trop souvent comme ça. Vous savez, tout ce que je dis, tout ce que je dénonce dans mon livre, Viande et si vous saviez, je suis content parce qu'il y a des vidéos et il y a de nombreux passages télé de vidéos sur Internet. Une fois que j'ai parlé, les langues se sont déliées. Et il y a beaucoup de bouchers qui m'approuvent, qui disent oui, le monsieur a raison. Et ce n'est pas qu'un boucher. Ce sont des dizaines et des dizaines. Mais il y a toujours les réfractaires en disant non, ce qu'ils racontent, c'est complètement n'importe quoi, c'est des conneries. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les langues commencent à se délier et ça commence à parler. Et ça, c'est prouvable sur Internet, dans les milliers de commentaires qu'il y a eu par rapport à mes passages télé et vidéos. On évoquait tout à l'heure les restaurateurs. Donc, il y a des restaurateurs qui se fournissent dans des usines comme ça. Bien sûr, il y a des restaurateurs qui vous demandent la DLC où il reste, par exemple, je dis n'importe quoi, un jour. D'autres, il reste un jour de DLC et ils vont vous dire, bon, bah écoutez, on va vous prendre, par exemple, 30 onglets. Comme ça, c'est moins cher. Voilà, ou on va vous prendre 50 bavettes. Et combien de fois je disais au restaurateur, oh bah ça va, vous avez fait du couvert quand même. Ah, il dit, ouais, je fais une dizaine de couverts. Comme Ouais, si les gens 50 allaient bavettes. acheter 50 bavettes, qu'ils allaient manger 50 bavettes ou 30 onglets le même jour. Donc ça, c'est congelé et basta. On vend, alors quand on va au restaurant, on estime quand même bien manger parce que ça coûte une somme. Et finalement, on mange bah, soit de la remballe ou alors de l'élevage intensif, de la merde. Bon, faut pas Voilà. mettre tous les restaurateurs dans le même panier, mais Non, non, non. certains qui sont un peu scrupuleux ou ils ont des budgets trop justes ou j'en sais rien, qui ont des problèmes sûrement d'argent, mais Ouais, qui non, ont mais des raisons pour empoisonner les clients. ah non, mais c'est ce que je dis. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même bain, mais malheureusement, il y en a trop aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Parce que, vous voyez, vous parlez de restaurateur. Il faut savoir qu'il y a une fillette de 11 ans qui est décédée milieu août, le 16 août exactement, par intoxication alimentaire. Une famille qui a été intoxiquée, qui était en urgence absolue. C'était début août. Mais ça passe sous les radars. Malheureusement, beaucoup de médias n'en parlent pas. Mais ça existe parce que les intoxications alimentaires, c'est 2 millions par an. Et c'est plus de 500 décès. Ouais. On en est Et là. on voit aussi, on voit de plus en plus dans les magasins des affichettes où il faut rapatrier des produits. C'est vraiment l'industrie agroalimentaire qui est touchée à plein de niveaux, puisque on voit qu'il faut rapatrier les glaces, certains fromages, les produits laitiers, des crevettes, du saumon. On voit qu'il y a une dérive de plus en plus grande. Alors on est de mieux en mieux informé, c'est peut-être pour ça aussi, mais quand même on peut s'interroger. Il y a énormément de produits qui sont rapatriés. C'est une dizaine de produits qui sont tous les jours rapatriés, qui sont rappelés des usines agroalimentaires ou de la grande et moyenne distribution. C'est plus de 10 produits. D'ailleurs, on peut le voir sur rappel.gouv. Hein. Malheureusement, sur ce site-là, vous avez des produits qui sont rappelés 2 semaines après, dans le Déjà frigo. consommés. Voilà, regardez, Elisabeth, le dernier scandale, les steaks Charal. Charal,
Ah, on mange du bon, hein, Charal, on mange du bon. Ah ouais, sans problème. Sauf que il y a des steaks 5% matière grasse ont été rappelés dans toute la France parce qu'ils ont retrouvé les Escherichia coli, ce qui a tué les deux gamins dans l'affaire Butenis, qui en a paralysé 50 autres. Mais c'est pas grave. Donc, je fais une petite vidéo que je mets sur un réseau social. Elle fait 1,5 million vues et on me la zappe. On me la zappe, alors qu'elle était d'ordre public. Alors, aujourd'hui, on se demande dans quel monde on vit. On se demande où on est. On marche sur la tête. Et aujourd'hui, c'est plus 10 produits rappelés dans la grande distribution parce que les exhausteurs, c'est pareil. Vous savez, les exhausteurs, tout ce qui est nitrite, tout ce qui est ingrédients, pour que le Français comprenne bien, on les met à foison. Mais combien de produits sont rappelés parce que la limite est dépassée. La limite des exhausteurs, des ingrédients sont dépassés. Combien? Vous savez, c'est quoi? C'est parce qu'on veut que le client trouve le goût dans l'aliment. Ouais. Et on veut l'accoutumer comme une cigarette. Une cigarette, vous êtes accoutumé parce qu'on vous met les ingrédients pour que vous en soyez dépendant. Et le problème, il est là. Et je ne raconte pas de bêtises. C'est une pure vérité. Voilà, on arrive à des catastrophes. Vous parlez aussi de la charcuterie. C'est votre prochain livre. Ouais. Ces charcuteries, on vous empoisonne. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez à nous dévoiler? J'ai un peu peur. Dans mon premier livre, c'était beaucoup axé sur la viande. Là, on va axer sur la charcuterie, les plats préparés. Il y a des horreurs. Dans les plats préparés, moi, je dis, Elisabeth, toutes les personnes qui regardent la vidéo, je vous en supplie, évitez les plats préparés. Tous les plats préparés des industriels, tous les plats préparés qui sont faits en grande et moyenne distribution. Achetez les ingrédients vous-même, faites-les vous-même. Parce que dans le deuxième livre, vous allez découvrir ce que moi j'ai vécu, mais vous allez découvrir des témoignages absolument accablants de personnes qui sont encore en poste aujourd'hui dans la grande et moyenne distribution, dans les usines agroalimentaires. Et là, vous allez, waouh! Quand moi j'ai reçu les témoignages, j'ai voulu les preuves, bien évidemment, avec des photos, tout ça. Et je me suis dit, waouh, on en est là aujourd'hui en France. Vous avez des Et exemples à nous donner? sur les plats préparés, par exemple, oui, le museau, du museau qui est au frigo et qui n'a pas été vendu depuis au moins 2, 3 semaines, qui est en rouleau, on appelle ça en rouleau, depuis 2, 3 semaines, dont la DLC est largement dépassée, qu'on fait en vinaigrette. On fait une vinaigrette, on prépare bien le plat et ça repart à la vente, par exemple. Parler On des parle plats préparés dans les rayons traiteurs. rayon traiteur, rayon charcuterie, tout ce que vous retrouvez dans la charcuterie. La galantine qui est faite, on va dire, avec plus de 50% de graisse dedans, de morceaux invariés. C'est un truc de fou. Ou alors les jambons qui sont pas nitrités, mais où on met d'autres exhausteurs qui sont certainement encore plus dangereux pour la santé. On met plus de nitrite parce qu'on sait très bien maintenant que le nitrite, ça vous ramène des cancers colorectals si vous en consommez de trop tout au long de votre vie. Mais maintenant, on met plus de nitrite parce que c'est éprouvé, c'est très mauvais, mais on met d'autres exhausteurs qui sont bien plus dangereux. Et ça, j'ai des témoignages qui sont absolument accablants sur plein de choses. Je reviendrai un peu aussi sur la viande de cheval, où en Uruguay, il se passe des trucs absolument scandaleux. Il y a un élevage intensif de chevaux qui sont émaciés, qui sont battus, qui saignent, qui ne mangent pas, ne boivent pas, et qui sont abattus, et qui reviennent dans un pays, et je vous expliquerai tout, où il n'y a même pas de traçabilité, où la traçabilité est faite quand ils arrivent en France. C'est pas une honte, ça. C'est une honte manifeste. Mais là aussi, je le savais. Mais moi, j'ai voulu les preuves. J'ai voulu les photos de la traçabilité. Et traçabilité, il n'y en avait pas. Et le problème, il est là. Et aujourd'hui, on est prêt à tout pour certains industriels, parce qu'il y en a certainement des bons, et j'espère encore, pour faire du billet, voilà, on est prêt à faire n'importe quoi, quoi. Vous avez vécu ça de l'intérieur parce que vous aimez la nature, les animaux, vous vous retrouvez dans ce métier difficile et de surcroît épouvantable, qui est fait au total mépris de la clientèle et de l'animal. Dur pour vous qui avez œuvré dans ce sens-là. Vous devez vous sentir un peu coupable. Mais je suis coupable. C'est ce que je dis, Elisabeth, je suis coupable. Et c'est pour ça que je veux parler, parce que même si c'est mes hiérarchies successives qui me demandaient de faire tout ça,
Parce que vous savez que le boulot, voilà, il faut Eh travailler. oui, il Aujourd'hui, il faut faut gagner travailler sa pour se vie. mettre à la rue, bien sûr. Voilà. Et donc, moi, comme une situation financière flamboyante, j'étais obligé d'exécuter, mais je le vivais très mal. J'ai fait une dépression. C'est pendant la dépression que j'ai commencé ce bouquin, le premier, Viande et si vous saviez. J'ai plein de photos. J'ai plus de 100 photos, plus de 50 vidéos pour prouver, comme dans le livre où on voit qu'il y a la salmonelle dans un magasin. Le fournisseur nous appelle comme quoi il y a la salmonelle pour tirer les produits du rayon et que le chef vous dit non, 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 c'est pas la peine. Je supplie mon collègue. J'étais en congé le lendemain, je supplie mon collègue d'enlever tous les produits. Vous trouvez ça normal? Il y avait la salmonelle dans les rayons. Et c'est mon copain qui a retiré une partie des produits parce qu'il y en a qui sont partis à la vente. Oui, je l'ai mal vécu. Et ouais, je le vis mal. J'ai l'impression des fois d'être un traître, quelqu'un qui a Trahir voilà, sa corporation. voilà. Et c'est ce que je dis, les livres que je fais. Vous savez, je suis pas le député, je suis pas le journaliste qui va vous faire un livre parce que j'ai envie de parler de malbouffe, parce que j'ai envie de parler de ce qui se passe dans les labos, parce que c'est un sujet qui est en ce moment un peu à la mode, donc il va falloir se faire un peu briller le nombril. Ça, c'est un coup de gueule que je donne. Parce que vous savez, aucun journaliste, aucun député, et je ne me rappelle plus de son nom, qui a fait un bouquin, n'aura la véracité et ne pourra jamais prouver ce que moi j'ai vécu. Eux, c'est frelaté, c'est chimique. Oui, oui, vous avez Moi, vécu je ça de l'ai vécu. l'intérieur, donc forcément, puis Voilà, pendant des années. 20 ans. Aujourd'hui, avec tout ce que vous dénoncez, vous n'avez pas peur, hein, vous êtes un lanceur d'alerte, vous vous attaquez à l'agroalimentaire, à l'industrie agroalimentaire. Ouais. C'est un gros risque, non? Vous Ben, c'est n'avez un pas énorme peur de risque. recevoir des menaces? C'est 10 dépôts de plainte. J'ai reçu des menaces de mort, des menaces. Je me suis fait agresser dans un magasin par un boucher qui m'a dit, écoute, de toute façon, tu vas te faire tuer. Le mec, il est sorti, il m'a donné un coup d'épaule comme ça. Un autre monsieur dans la rue. Je m'en fous, je suis au crépuscule de ma vie. Moi, je suis pas à l'aube de ma vie. Ce combat-là, c'est le combat de ma vie. C'est le combat. Je dis toujours, c'est le combat de vos familles, c'est le combat de vos enfants. Et mon combat doit être écrit sur les murs de la vie. Et j'espère qu'il y aura d'autres bouchers qui un jour diront Laurent, je te rejoins. Allez, on y va. Et on arrête ce scandale. J'espère qu'il y aura d'autres personnes. J'espère qu'il y aura des charcutiers qui seront là en disant j'en ai marre de faire de la merde. Je te rejoins, Laurent. J'espère que je serai pas le seul à parler. Parce que je suis le seul à parler aujourd'hui. Il n'y a pas un boucher qui a parlé un jour à visage découvert. Ils sont très peu nombreux qu'on parlait de ce qui se passait aujourd'hui dans la grande et moyenne distribution, dans les laboratoires de boucherie. Même en traditionnel, vous savez, quand on parle de traditionnel, il y a des bouchers, des simples bouchers, des bouchers de quartier, font de la vraie merde. Je l'ai vécu, ça. Parce que le rendement, il y a moins de clients. Il faut que les pertes soient minimes. Et donc, voilà. Mais vous avez des gens consciencieux, Donc il faut les sauver, ces gens-là. bien évidemment. Quel pourrait être le mot de la fin de cette interview? Oh, le mot de la fin de cette interview, déjà, Elisabeth, c'est vrai que ça passe vite. J'en ai tellement à raconter. Le mot de la fin, c'est, si on parle de nature et d'animaux, la planète a un cancer qui n'est pas généralisé, mais qui risque de se généraliser au fur et à mesure des années. Mais ce jour-là, c'est l'être humain qui disparaîtra de par sa bêtise, son ignorance, son arrogance. Et croyez-moi, Elisabeth, on en est vraiment plus loin. Et vous savez, je suis catholique. J'étais enfant de cœur pendant 7 ans. Mon père m'emmenait à la messe. Après, je lui dis, oh papa, j'aimerais bien être enfant de cœur, donc j'étais enfant de cœur et tout. J'ai servi les mariages, j'ai servi les enterrements, j'ai servi avec le prêtre, j'ai servi la messe dominicale. Et je me disais, souvent je me posais des questions, pourquoi le monde est si agressif, si méchant. Souvent je me suis posé la question. J'aurais tellement voulu que ça soit une fiction, mais non. Et j'ai appris à discuter avec les anges. J'ai appris à discuter avec mon ange gardien. Et vous savez, quand vous vivez l'horreur, mentalement, j'ai l'impression de vous élever un peu. Vous êtes beaucoup plus éveillé, vous êtes. Et si j'ai fait ce livre, je peux remercier mes anges, mon ange gardien, et je peux remercier les archanges. Parce que si je tiens debout aujourd'hui, Elisabeth, c'est certainement grâce à eux. Eh bien, comme nous sommes sur la chaîne Les Anges en parlent, je suis vraiment ravie d'avoir fait ce sujet avec vous. Ce que j'espère, moi, c'est que aussi bien les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire que les consommateurs, parce qu'on a tous notre part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. S'il y avait moins d'achats de viande, il y aurait moins d'industriels pour exploiter les animaux. À nous vraiment de consommer en conscience. Voilà. Et vous savez, moi, mon rêve, ça aussi, ça peut être le mot de la fin. Je force pas les gens à pas manger de la viande. Mais mon rêve, vous savez,
ce serait que les animaux soient libres, heureux, comme les humains, et qu'on arrête de consommer de la viande, qu'on arrête de consommer finalement du cadavre, des bêtes qui sont mises à mort par des gens ignobles, qui pour le fric sont prêts à tout détruire. Je serais tellement heureux de voir un monde végétarien, un monde sans mort. C'est pas une utopie, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y aura du mieux, et on va y arriver. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Ça, j'en suis sûr. C'est sur cette note optimiste et je pense aussi qu'on viendra au monde végétarien sans forcément consommer des insectes. Non plus. C'est pas la panacée, c'est pas l'avenir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt sur Les Anges en parlent. Merci, Elisabeth. Merci à vous.